Bonsoir Alexander Markogonov. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, d'avoir accepté l'invitation de 22h Max et de BFM TV pour parler ce soir de ces frappes qui ont visé le territoire russe ces dernières 48 heures, du cauchemar que vivent les Ukrainiens privés d'électricité et d'eau par moins 10 degrés, de l'avenir de la Crimée, de très hypothétiques négociations, de l'avenir aussi de Vladimir Poutine. On va parler de tout ça. Mais juste avant, on voulait aussi parler de cette image du jour. Volodymyr Zelensky en visite dans le Donbass, du côté de Sloviansk, qui va à quelques dizaines de kilomètres du front. On est à quelques dizaines de kilomètres de Bakhmout, qui est l'endroit où les combats sont les plus durs en ce moment, qui va féliciter ses troupes. Comment vous réagissez, Alexander Markogonov, en voyant le président ukrainien en visite sur la terre que vous êtes censé avoir annexée, une terre que vous êtes censé contrôler? Je ne sais pas exactement ce qu'il avait en tête lors de cette visite. Encore un petit coup de com', pourquoi pas. Il aime ce genre de choses, il aime les images qui seront diffusées après tout de suite par les médias ukrainiens, puis occidentaux bien sûr. Mais vous voulez dire comme Vladimir Poutine hier sur le pont de Crimée? Vous savez, mais il y a une très grande différence entre ces deux visites. Et je vais vous dire laquelle. Si le président Poutine est venu visiter le pont de Crimée, c'était pour porter un certain message, disons, à tout le monde, et notamment pour inciter et inspirer les travailleurs sur ce pont à continuer à reconstruire. Tandis que le président Zelensky, en arrivant dans le Donbass, c'était à Slaviansk, je crois, oui. Il est venu là-bas pour inciter ces militaires pour faire quoi? Pour détruire? Pour continuer à détruire? C'est ça la différence. Pour se battre face à l'envahisseur que vous êtes. Écoutez, je ne sais pas pourquoi ils se battent là-bas, en fait, parce que là, d'après ce que les prisonniers racontent aux militaires russes, ils ne savent même pas pourquoi ils se battent. Ils sont envoyés dans ce bourbier, et ils rêvent parfois d'être emprisonnés par les militaires russes juste pour sauver leur vie. Mais Alexander Markogonov, ce que vous dit et ce que nous dit Zelensky avec ces images, c'est « je suis chez moi ». Mais il le considère chez lui, mais c'est la question du temps, peut-être. Ok, bon, on le laisse rêver, on le laisse considérer comme ça, mais des jurés, disons que de facto, c'est pas encore la Russie, mais des jurés, c'est la Russie. C'est la question de temps pour récupérer ces terres. Ulysse Gosset. Vous dites les soldats ukrainiens ne savent pas pourquoi ils se battent. En réalité, ils se battent pour retrouver leurs frontières et retrouver les frontières de l'Ukraine telles qu'elles ont été définies en 1991. C'est ça leur principale motivation. Pourquoi les Russes se battent-ils, eux? Vous savez, quand on voit les images des troupes ukrainiennes qui installent, qui déploient leurs armements lourds dans les quartiers résidentiels des villes, quand ils utilisent les civils qui habitent dans ces villes, ils ne les laissent même pas partir. Ils utilisent ces civils en tant que bouclier au monde, en tant que les otages. On se demande, mais ils défendent qui, en fait, ces troupes? Ma question, c'était pourquoi les Russes se battent-ils? Les Ukrainiens, on sait qu'ils se battent pour retrouver leurs frontières du 24 février au moins, et peut-être même celles de 1991, qui ont été décidées d'un commun accord entre la Russie et l'Ukraine. Ils se battent pour ça. Les Russes se battent pour quoi, eux? Les militaires russes se battent pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l'opération militaire spéciale. C'est-à-dire, généralement parlant, c'est d'éliminer les menaces en provenance du territoire ukrainien, transformé ces dernières années en tête de pont contre la Russie. Toutes les menaces confondues. Parce que le pays qui était gavé d'armes occidentales toutes ces dernières années, notamment par les armes des États-Unis, etc., donc là, qui avait en tête un régime hostile, ouvertement hostile à la Russie, ouvertement russophobe, avec plein d'armes, avec des tonnes d'armes qui arrivent, chaque semaine, chaque mois, c'est ce qu'on voyait ces derniers mois, ces dernières années, etc., et le régime qui aspire, à un moment donné, à avoir une bombe atomique, s'interroge. Mais, Alexander Markogonov, les Ukrainiens n'ont pas attaqué la Russie ces dernières années. Les Ukrainiens n'ont pas attaqué le territoire russe. Oui, ils n'ont pas attaqué le territoire russe, mais pourquoi ils bombardaient leur propre territoire, alors? Entre 2014 et 2022, 8 ans de bombardement, 8 ans de cauchemar. 14 000 morts. C'est le chiffre officiel, je ne fais pas de la propagande. Vous pouvez le vérifier, c'est les médias français aussi, ils donnent les mêmes chiffres. Mais parce que la Russie avait envahi le Donbass. Comment vous pouvez le nier? Ils bombardaient un territoire parce que la Russie avait envahi le Donbass. Donc c'est vrai? Est-ce que vous avez vu au moins un soldat russe sur ce territoire de Donbass, si vous connaissez si bien la situation sur place? La Russie
qui n'étaient pas les signataires des accords de Minsk, je souligne. C'était les accords entre le régime de Kiev et les territoires. C'était les accords qui prévoyaient la réintégration de ce territoire des républiques du Donbass dans l'Ukraine, avec la médiation de la Russie, de la France et de l'Allemagne. Personne n'a bougé un doigt pour que ces accords soient mis en œuvre. Comme résultat, nous avons cette situation-là aujourd'hui. Deux choses par rapport à ça, Alexander Makogonov. Il y avait bien dans le Donbass ces dernières années des militaires pro-russes face aux Ukrainiens. Première chose. Et deuxième chose, je sais qu'on en a déjà parlé sur ce plateau, mais vous le dites puisque vous connaissez si bien le Donbass. Vous savez qu'on vous demande régulièrement, BFM TV, d'autres médias, à aller dans le Donbass sans l'autorisation de la Russie. C'est impossible aujourd'hui d'aller dans les territoires contrôlés par la Russie pour voir ce qu'il s'y passe. Vous ne nous donnez pas cette autorisation. Oui, je sais, c'est pas moi qui décide en tout cas, mais vous connaissez la position russe plus ou moins. Elle a été énoncée par M. Tolstoï qui était à votre antenne il y a 2 semaines, je crois. Absolument. Il y a vraiment, nous avons cette méfiance à l'égard des journalistes occidentaux, en provenance surtout des pays non amicaux, qui couvrent ce sujet d'une manière assez déformée et pas trop objective, je dirais. On va revenir là-dessus, simplement sur ces images que l'on a vues de Volodymyr Zelensky dans le Donbass aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un risque pour vous de perdre le Donbass? Il n'y a aucun risque. Pas du tout. Il n'y a aucun risque militaire. Vous ne voyez pas les Ukrainiens avancer jusqu'à vous reprendre le Donbass? Mais je ne sais pas comment vous voyez les Ukrainiens avancer. Il n'y a aucun avancement en fait, parce qu'il s'agit des combats au niveau local, mais des combats assez durs, des combats acharnés, je dirais, parce que quand même, les Ukrainiens, tout au long de ces 8 dernières années, ils se préparaient très très bien. C'est une sacrée ligne de Maginot qui était construite là-bas, dans le Donbass, tout au long de, pas loin de Donetsk et plus au nord. Donc là, bien sûr, ils se sont bien campés sur place. Donc là, la bataille pour chaque ville, c'est une sacrée bataille. Ces dernières semaines, ce que l'on voit en termes de ligne Maginot, c'est ce qui a pu être construit notamment par les milices Wagner, etc., de ces tranchées qui ont été construites précisément pour consolider les positions russes. Bon, je ne sais pas exactement qui construit cette ligne Maginot, comme vous dites, mais bon, en tout cas, ça appartient aux militaires de décider comment au mieux se défendre. Donc là, s'ils le font, donc c'est-à-dire qu'il y a une certaine nécessité pour le faire. On va rester dans le Donbass avec ces images impressionnantes qu'on a reçues aujourd'hui et qui concernent la ville de Bakhmout. Encore une fois, c'est à 45 km de là où était aujourd'hui Volodymyr Zelensky. On va voir ces images, les voilà, avec cette musique ajoutée, je le précise, par les Ukrainiens qui ont envoyé ces images. Encore une fois, c'est des images relayées, on le voit, par Anton Gerashenko, qui est le conseiller au ministère ukrainien de l'Intérieur. On voit Bakhmout, ou ce qu'il en reste de ce quartier-là, de la ville de Bakhmout. Pourquoi vous acharnez-vous à ce point sur cette ville-là? Très belles images avec la musique. Très belles images. Oui, avec la musique, bon, les Ukrainiens... Images dramatiques, oui, belles images. Mais bon, images les belles images, je veux dire, du point de vue de la propagande, parce que tout d'abord, leur objectif principal, c'est de susciter une émotion. C'est la réalité de la guerre, ça, exactement, on voit ces immeubles détruits. On se demande, après voir ces images, on se demande tout de suite, alors, pourquoi on voit cette image? Pourquoi c'est tellement ruiné, détruit, on voit cette image atroce, etc. Et si ces soi-disant défenseurs ukrainiens qui défendent leur pays, leur peuple, etc., mais s'ils se soucient vraiment de leur peuple, mais pourquoi alors ils ne déploient pas leurs armements en dehors des grandes villes? Pourquoi ils ne donnent pas la bataille aux Russes quelque part au milieu du champ, au milieu de la forêt, etc. Pourquoi ils se cachent derrière ces bâtiments résidentiels? Pourquoi? En provoquant le feu de riposte pour que tout soit détruit. C'est comme à Mariupol, pareil, le même scénario. C'est quoi cette méthode? Mais vous n'avez pas répondu. C'est la méthode pourquoi présumée. Se battre pour la Russie? Pourquoi se battre pour Bakhmout? Personne ne connaissait le nom de cette petite ville. À quoi sert cette offensive dans Bakhmout? Pourquoi détruire cette ville? Je ne peux pas vous répondre sur le plan militaire, mais je peux imaginer, en connaissant plus ou moins la géographie de cet endroit-là, que Bakhmout, ça donne accès après à Slaviansk et à Kramatorsk. Donc là, une fois Bakhmout est conquise, donc là, ça ouvre le chemin vers d'autres villes, vers d'autres localités. Mais Alexander Makogonov, vous avez perdu Kherson, Kharkiv, vous n'avez jamais réussi à vraiment vous approcher du centre de Kiev. Est-ce que là, il vous faut à tout prix une victoire à Bakhmout, symboliquement au moins? Ça appartient aux militaires de décider quelle victoire il leur faut pour avancer, etc. Mais en tout cas, il s'agit du Donbass, qui est juridiquement la terre russe, désormais. Donc juridiquement, pour vous?
Pour nous, pour les Russes et pour ceux qui... Depuis l'annexion, mais avant c'était l'Ukraine. C'était l'Ukraine depuis 1991. Écoutez, alors, c'est pour nous d'abord, et pour les peuples de Donbass, bien sûr, qui y habitent. C'est leur terre, et s'ils lient leur destin avec la Russie, mais bien sûr, donc là, on défend cette terre, qui est la nôtre déjà, et on défend ces gens-là qui habitent sur cette terre. Mais l'armée russe ne fait que reculer, en fait, depuis le début de cette guerre. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, comme le disait Maxime, que Kiev n'a pas été prise et qu'il y a eu Kherson, que là, à nouveau, la Russie a choisi de retirer ses hommes pour les protéger, probablement. On a le sentiment qu'il n'y a que des reculs russes et que Bakhmout est peut-être le seul petit trophée offert à Vladimir Poutine. Vous connaissez très mal les Russes, vous connaissez très mal le caractère russe, et vous connaissez pas peut-être trop bien l'histoire parce que il y a déjà des précédents dans l'histoire. Je suis sûr certain que vous les connaissez, vous ne voulez pas tout simplement les évoquer. En 1812, on a reculé jusqu'au Moscou, on était même obligé d'incendier Moscou pour ne pas la laisser à la merci des troupes d'envahisseurs, etc. Donc finalement, on a célébré notre victoire 2 ans après. C'était Napoléon. En 1900, voilà. Donc là, Zelensky, c'est Napoléon. Alors, en 1942, on était obligé de reculer jusqu'à Stalingrad. 3 ans après. C'était Hitler. Voilà, on fêtait la victoire, ou à Berlin. Donc là, les petits reculs dont vous parlez, c'est rien. Sur le plan stratégique, c'est rien. Sur le plan tactique, peut-être c'est quelque chose, mais ça permet aussi de se regrouper. C'est rien, en revanche, mais en tout cas, voilà, c'est ça la logique. Juste en termes de pertes humaines, ça n'est pas rien. Des deux côtés, mais du côté russe, notamment pour ce qui est de Bakhmout, on parle entre 50 et 100 morts par jour. Au total, on évoque 100 000 morts des deux côtés, encore une fois du côté ukrainien également, donc ça n'est pas rien en pertes humaines. 100 000 morts ou hors de tas de combattre. Est-ce que vous confirmez ces chiffres? Je peux vous juste confirmer un chiffre. Selon le ministère de la Défense, l'Ukraine a perdu, rien qu'au mois de novembre, a perdu combien 830 personnes, je crois. Donc là, voilà. Ministère russe de la Défense? Chiffre du ministère. Mais ce chiffre-là de 50 à 100 morts côté russe et côté ukrainien, sans doute aussi vraisemblablement, chaque jour, pour ce qui est de la bataille de Bakhmout. Est-ce que cette proportion-là, vous la confirmez? Est-ce que ça fait partie des... Je ne suis pas sur le terrain. Non. Je peux rien. Mais vous êtes conscient que c'est un conflit qui fait énormément de morts quand vous disiez... Exactement. Ce conflit, ces retraits, ce n'est rien, ça fait énormément de morts. Imaginez quelle responsabilité historique porte l'Occident qui a incité un peuple frère contre un autre peuple frère. Une partie du même peuple contre l'autre partie du même peuple, en fait. On parle la même langue. Nous sommes sortis du même berceau civilisationnel. Nous partageons le même espace géographique, culturel, linguistique. Oui, mais c'est justement pour ça que c'est difficile de comprendre cette guerre. C'est-à-dire que non, mais Poutine a lancé des soldats russes contre leurs frères ukrainiens slaves, si l'on vous suit. C'est quand même une guerre inexplicable pour la population russe. C'est inexplicable. Mais alors, expliquez-moi pourquoi le régime de Kiev, entre 2014 et 2022, bombardait régulièrement et méthodiquement sa propre population à l'est du pays. Sa propre population, je souligne, ce n'était pas les Russes. Mais vous avez bien compris que l'idée pour les Ukrainiens, c'est de récupérer les terres que vous leur avez prises en 2014. Non, en 2014, le Donbass était, je souligne encore une fois, je répète, c'était les républiques autoproclamées qui n'étaient pas reconnues par la Russie. Et la Russie faisait vous l'avez tout. fait 8 ans plus tard. Écoutez. Si je suis votre raisonnement, est-ce que vous diriez que... Pourquoi pour vous l'histoire commence le 24 février 2022 Est-ce que vous diriez que les Occidentaux ont instrumentalisé ou joué avec l'Ukraine contre la Russie? Est-ce que c'est ça que vous décrivez comme situation? Rien dans ce monde ne serait plus facile. Vous aviez 8 ans entre 2014 et 2022, je répète, pour inciter le régime de Kiev, au moins hausser un sourcil, là, ça suffirait déjà, pour que les accords de Minsk signés par Kiev seraient mis en œuvre. Personne n'a bougé un doigt. Et maintenant, nous avons ce conflit. Pourquoi? Mais rien n'était plus facile. Rien. Le régime de Kiev qui dépend entièrement de l'Occident, qui écoute l'Occident, pour lequel l'Occident, c'est tout ce qui dit l'Occident, ça doit être absolument réalisé. C'est la faute de l'Occident. Je ne sais pas, c'est la faute de qui? Mais la Russie faisait tout pour que les républiques autoproclamées négocient avec Kiev, pour qu'ils se réintègrent dans le territoire ukrainien, parce que là, ils se sont proclamés genre indépendants, etc. Mais la Russie n'a pas reconnu cette indépendance. On voulait que ça revienne dans l'Ukraine. Si vous pouvez me dire le contraire, rien ne vous empêche de le faire. Rien ne vous empêche de le faire maintenant. De faire quoi? De dire aux Ukrainiens, reprenez le Donbass. Reprenez le Donbass et quoi? Massacrer toute la population. Reprenez le Donbass et la guerre s'arrête. On retire nos troupes, on désarme les pro-russes et les Ukrainiens récupèrent leurs terres. Mais récupérer leurs terres, à quoi? Vide, sans la population, avec la population. S'ils récupèrent cette terre avec la population, ils vont les tous massacrer, parce que c'est les collabos pro-russes, là, pour eux.
C'est comme à Kherson, c'est comme dans la région de Kharkov. C'est partout, c'est pareil. Alexander Makogonov, il y a un témoignage que je voulais qu'on entende ce soir. Tout à l'heure, vous disiez, d'après les soldats russes, les soldats ukrainiens ne savent pas pourquoi ils sont là, ne savent pas pourquoi ils font la guerre. On a les témoignages inverses de la part des soldats ukrainiens qui disent précisément, et on est encore dans la région de Bakhmout, qui disent précisément, face à nous, on ne comprend pas la tactique russe, on ne comprend pas ce que font les militaires russes. Regardez, écoutez. Les Russes les envoient comme de la chair à canon. Ils ne les considèrent pas comme des humains, ils les envoient juste par vagues, vers l'abattoir. Il y a des anciens prisonniers et des soldats mobilisés. Après les avoir tous tués et avoir utilisé nos munitions, les soldats professionnels arrivent. C'est ça leur tactique. De la chair à canon, cette expression elle revient beaucoup. On a ce témoignage côté ukrainien qui parle des soldats russes. On a eu aussi ces dernières semaines de nombreux témoignages de la part d'épouses, de mères de soldats russes qui disaient on a envoyé nos fils sans équipement adéquat, sans commandement adéquat, si je puis dire, des mères ou des épouses qui n'étaient pas forcément contre cette guerre, qui ne se prononçaient pas contre Vladimir Poutine, mais qui disaient « Regardez dans quelles conditions nos soldats sont envoyés au front ». Qu'est-ce que vous répondez à ça? J'ai déjà dit la même chose lors de plusieurs de mes interviews. En fait, on ne fait pas la mobilisation chaque année. La dernière fois, on l'a fait il y a 80 ans, lors de la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique, pour nous. Donc, bien sûr, il y a des failles dans le système, bien sûr, il y a des excès, il y a plein de choses donc, qu'il faut régler, qu'il faut améliorer, etc. Donc là, si, à un moment donné, les soldats sont envoyés au front des régions lointaines de Russie, etc., pas trop bien préparées, mais bon, ça se corrige déjà sur place, etc. Donc, vous reconnaissez que ça peut arriver? Ça peut arriver, donc là, on le reconnaît et on le corrige. On travaille là-dessus. Bien sûr, on peut expliquer et on peut comprendre les émotions des mères, des sœurs, des épouses de ces soldats, mais en tout cas... c'est un grand travail, donc c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et le fait, pardon, mais qu'on ait ces témoignages où visiblement on nous explique que les soldats russes, notamment les mobilisés, les derniers mobilisés, sont envoyés comme de la chair à canon par vague, jusqu'à ce que les Ukrainiens n'aient plus de munitions en face pour ensuite envoyer les soldats russes professionnels. Écoutez, mais si c'était vraiment comme ça, si on envoyait nos soldats comme la chair à canon, comme vous dites, au front, mais là, ce serait un sacré massacre. Là, les pertes se compteraient par des milliers, etc. Mais vous voyez comment on épargne les vies de nos soldats. Alors si... C'est pas ce que disent toutes les informations, toutes les informations... Sur le retrait de Kherson, par exemple. Mais écoutez, si on voulait tellement garder cette ville, n'importe quel prix... peu importe vraiment les conséquences, les vies humaines, etc. Mais là, on resterait là et on s'acharnerait jusqu'au bout. Vraiment, peu importe vraiment les soldats, leur vie, leur mère, leur famille, etc. Mais quand même, si on épargne les vies des soldats, on fait tout ce qui est nécessaire pour sauver leur vie. Mais justement, ce que disent les mères de soldats, les épouses, notamment regroupées dans certaines ONG, c'est que parmi les bataillons de mobilisés qui ont été envoyés au front, c'est une hécatombe. Avec des groupes qui sont partis à 300 ou 500 et qui reviennent à quelques dizaines seulement. Écoutez, mais il ne faut pas croire vraiment à tout ce que vous pouvez capter sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Il y a plein de désinformations qui circulent. Il y a des informations qui ont une seule cible, c'est de discréditer les forces armées russes, le gouvernement russe, le président russe et la Russie en général. Donc là, vous dites fake news. Mais non, il faut pas croire à tout ce que vous voyez, à tout ce que vous entendez, c'est tout. Les chiffres, ça varie, ça change chaque jour. C'est vrai qu'il y a beaucoup de désinformation, beaucoup de messages dans tous les sens, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des informations qui ont été vérifiées et ce sont pas... Au début, on se demandait nous-mêmes, en tant que journalistes, est-ce que c'est juste une information sur un groupe de soldats dans un endroit? Mais ces informations, elles se répètent, elles viennent de plusieurs zones, de plusieurs endroits, et c'est la même chose pour le bilan sur les soldats. Et vous continuez à nier ce fait? Je ne peux pas vous le confirmer en tout cas, parce que c'est les informations qui viennent de partout. Bon, vous ne le confirmez pas. Il n'y a pas d'information officielle, donc là je ne peux pas commenter des commentaires. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, parce que ça vous devez le savoir en tant que porte-parole de l'ambassade de Russie, Anton Garachenko, qui est donc le conseiller au ministère de l'Intérieur ukrainien, dit que la Russie prépare de nouvelles mobilisations pour cet hiver, 500 000, 700 000 hommes. Il y a aussi des ONG qui disent qu'il y a des recrutements qui continuent, notamment Wagner dans les prisons. Est-ce qu'on pourra en arriver à un moment d'abord à une nouvelle mobilisation, voire aller jusqu'à la mobilisation générale, compte tenu de la durée et de l'épreuve des combats? Écoutez, la mobilisation en Russie, officiellement, est terminée. On a suffisamment de personnel pour assurer la sécurité des territoires sous notre contrôle.
en ce qui concerne les déclarations du ministre ukrainien, des ONG, etc. Mais ils savent toujours tout et partout et en fait rien. Donc il n'y aura pas de nouvelle mobilisation, a priori, cet hiver. Non. Vous avez suffisamment d'hommes. Oui. Je reviens à ces images de Volodymyr Zelensky dans le Donbass aujourd'hui. On l'a dit du côté de Sloviansk. Zelensky qui a d'autres objectifs en tête, Alexander Makogonov. Aujourd'hui, c'était la journée des forces armées pour les Ukrainiens où ils célèbrent leurs soldats. Ce que veut Volodymyr Zelensky, c'est que l'an prochain, cette journée, lui, la célèbre en Crimée. Écoutez-le. Vous avez résolument et de manière désintéressée ouvert cette voie difficile en libérant le centre, le nord, le sud et l'est de notre pays, en libérant nos belles villes, Irpin, Borodianka, Boutcha, Bakhmout, Izium, Balaklia, Kherson, Kharkiv et la place de la liberté, Kramatorsk et la place de la paix. Et bien sûr, le chemin vers la place de l'indépendance et notre volonté passe par Donetsk, Lugansk et la Crimée libre. La Crimée libre, dit Volodymyr Zelensky. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ce soir, la Russie, votre pays, se prépare à une éventuelle guerre en Crimée? C'est très intéressant d'écouter ces déclarations-là. La personne qui a derrière lui un pays où il manque de tout, d'électricité, d'eau, qui vivent grâce aux donations des pays étrangers. Vous bombardez depuis des semaines les installations électriques. On va en parler dans un instant. On ne peut pas dire qu'il manque d'eau d'électricité, c'est parce que vous les bombardez. Et là, ce vote en guerre fait encore des projets où il va fêter quelque chose, etc. Mais c'est un peu grotesque. À sa place, j'aurais pensé à autre chose. Comment, par exemple, arrêter les hostilités et assurer la paix et la stabilité dans son pays, va parler de paix, au moins de ce qui reste. Mais c'est quand même extraordinaire que le porte-parole de l'ambassade de Russie dise que Zelensky est un va-t-en-guerre, alors que celui qui a déclaré la guerre, c'est quand même Vladimir Poutine. Écoutez, mais Zelensky, étant le président de son pays, élu en 2019 jusqu'en 2022, il avait combien? 3 ans pour installer la paix dans son propre pays, pour mettre en œuvre les accords de Minsk, pour négocier avec il n'a pas déclaré la républiques. guerre à la Russie quand même. C'est ça, vous êtes quand même extraordinaire dans votre argumentaire. Il ne faut pas confondre l'agresseur et le défenseur. La Russie est intervenue comme défenseur pour défendre les russophones et les Russes de l'Ukraine, et notamment les russophones et les Russes de Donbass, qui vivaient sous les bombardements presque chaque jour. Zelensky était un russophone. Zelensky était un russophone. Oui, c'est un russophone qui vient d'apprendre la langue ukrainienne en plus. Parce que parlait le russe toute sa vie. Il s'est converti très vite. Un russophone qui agressait les russophones. Écoutez, mais c'est ça le paradoxe. C'est pour ça que je vous dis, mais comment en est-on pu arriver là? Deux peuples, vraiment le même peuple. Vous prononcez Zelensky a été élu avec un mandat, c'est effectivement de trouver un accord sur le Donbass avec la Russie. Et vous aujourd'hui vous dites c'est un va-t-en-guerre. L'homme qui est parti en guerre contre l'Ukraine, c'est quand même Poutine. Vous ne voulez pas le reconnaître. Il a été élu parce qu'il a promis la paix. Oui. La paix. Mais sous l'influence, je ne sais pas de qui, des forces ultranationalistes, néo-nazis, de l'Occident, je ne sais pas de qui, mais là finalement il n'a rien fait. Au lieu de faire au moins quelque chose, il a, en hiver 2021-2022, il a amassé une centaine de milliers de ses soldats tout au long de la ligne de contact avec le Donbass. Mais alors, la prochaine étape, ce serait quoi? L'invasion dans le Donbass. Qu'avez-vous fait? Le massacre total dans Alexander Makogonov, c'est quand même extraordinaire. Qu'avez-vous fait de l'autre côté de la frontière? Qu'avez-vous fait de l'autre côté de la frontière l'hiver dernier, avant le 24 février? Écoutez, pendant des mois, vous avez massé des dizaines, des centaines de milliers de soldats qui ensuite ont envahi l'Ukraine. Nous étions sur notre territoire, avant tout, sur notre territoire. On n'était pas intervenus, on ne faisait rien. Jusqu'au dernier moment, on espérait la solution pacifique de ce conflit, je souligne, intérieur de l'Ukraine, intérieur, entre deux parties de l'Ukraine, le régime de Kiev et ces deux républiques autoproclamées qui n'étaient pas reconnues pour la Russie, parce que la Russie voulait qu'ils soient réintégrés. Il fallait saisir l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui peut intervenir dans ce cas-là. C'est vrai. Dans un pays un peu plus souvent qui massacre des provinces. Un représentant des Nations Unies, il vous dira peut-être plus sur ce sujet. Je ne sais pas où il était tous ces 8 dernières années, entre 2014 et 2022. Une image à vous montrer. Je reste en Crimée. Est-ce que ces images-là, que l'on va voir par exemple, vous inquiètent? Image d'un commando ukrainien qui débarque sur la rive gauche du Dniepr. On est donc en face de Kherson. Est-ce que vous pensez, là c'est symbolique, ils vont mettre un drapeau sur une grue dans une zone censée être contrôlée par les Russes, c'est là où les Russes se sont retirés quand ils sont partis de Kherson. Est-ce que vous pensez, les Ukrainiens, capables de reprendre la Crimée aujourd'hui?
Mais si quelqu'un a réussi, je ne sais pas comment pénétrer sur territoire, installer ce drapeau, je ne sais même pas où. Et là, vous en faites toute une histoire, ça ne veut rien dire du tout. J'ai précisé moi-même que c'était symbolique, que c'est une action symbolique d'aller planter ce drapeau-là, et qu'évidemment, la Crimée, il y avait un chemin encore pour aller jusqu'en Crimée et pour reprendre la Crimée pour les Ukrainiens. Mais est-ce que aujourd'hui, ça fait partie des plans que vous étudiez de voir comment précisément défendre la Crimée? Je vous dis ça parce que là aussi, on sait qu'il y a des installations défensives qui ont été installées, des tranchées, des dents de dragon, etc., pour, du point de vue russe, protéger la Crimée. Oui, en tant que diplomate, je ne peux pas répondre pour nos militaires qui se préparent, je peux imaginer, à toute éventualité. Là, ils sont en train de renforcer leur position sur la rive gauche du Dnepr. Donc là, je peux imaginer que c'est inimaginable pour les Ukrainiens de traverser la fleuve du Dnepr et de se retrouver sur la rive gauche et continuer l'offensive. Pour vous, c'est impossible, c'est inimaginable. C'est imaginable, oui. Ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que les pertes de leur côté seront énormes, ça c'est sûr. Parce que là, quand tu es sur les défenses et quand tes positions de défense sont bien renforcées, c'est très difficile. Il faut d'abord franchir la rivière et puis après être en position de force, mais c'est donc vous considérez aux militaires plutôt. Donc vous considérez qu'aujourd'hui, votre pays, votre armée est en position de force pour protéger la Crimée? Mais en tout cas, pas en position de faiblesse, c'est sûr. Donc là, il se concentre, il se prépare. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant des projets de nos militaires. Si on reste sur la Crimée, il y a cette image, évidemment, qui a frappé tout le monde hier. Vladimir Poutine, on l'a vu, on l'a entreaperçu tout à l'heure, cette image, Vladimir Poutine au volant de cette Mercedes. On a été étonnés d'ailleurs de voir qu'il avait une Mercedes, le président, votre président russe. C'est quand même le symbole de la voiture occidentale. Non. Mais peut-être, je sais pas, peut-être le seul véhicule disponible sur place. Je ne sais pas quel. C'est possible. Comment expliquer ce choix? Au-delà de la voiture, quel message envoie Poutine hier en allant sur le pont de Crimée? Mais parce que le pont de Crimée, vous savez que c'est un objet d'infrastructure qui porte un caractère tout à fait symbolique. Ça lie la péninsule avec le continent, la Russie continentale, avec la région le sud de la Russie. C'était le pont. Bon, en fait, c'est le pont qui était inauguré par le président Poutine. Et là, maintenant, il est là pour inspecter d'un côté les travaux, mais de l'autre côté aussi pour envoyer un message très fort comme quoi le pont de la Crimée, c'est une forteresse. Et donc là, si quelqu'un un jour pense à le détruire, en tout cas, on fera tout notre possible pour le reconstruire. Et voilà. Donc là, maintenant, c'est la deuxième vie qui commence pour ce pont. On va l'écouter, Vladimir Poutine, au volant donc de sa Mercedes. Nous roulons sur le côté droit du pont. Le côté gauche est en état de marche, autant que je sache. Cependant, nous devrions finir de le construire. Il a encore été endommagé. Nous devons le ramener à l'état idéal. Poutine sur le pont de Crimée, vous dites, il envoie le message de ce pont qu'il avait inauguré, qu'il veut protéger, et vous dites que personne n'y touche. Si quelqu'un y touche, si les Ukrainiens touchent à ce pont, si les Ukrainiens tentent d'aller plus loin, de reprendre la Crimée, qu'est-ce qui se passe derrière? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé après cet attentat commis par la partie ukrainienne sur ce pont. Donc là, ils ont reçu une riposte assez importante. C'est-à-dire une salve de missiles. Qui sème le vent récolte quoi? La tempête. Donc là, si le régime de Kiev continue à jouer avec ses attentats terroristes, avec ses menaces, avec ses provocations, etc., ils vont toujours recevoir une riposte appropriée. C'est-à-dire, vous voyez ce que nos militaires font. La poursuite des salves de missiles. C'est pas parce que ça leur fait plaisir, c'est la riposte aux actions ukrainiennes, c'est tout. On est en conflit. Ce qui est intéressant, c'est que le chef du Kremlin a jugé utile de se rendre lui-même sur le pont de Kerch en Crimée pour affirmer que la Crimée était russe. Il a été obligé de le faire. Il est sorti du Kremlin. C'est un symbole évidemment très fort, mais ça veut dire qu'il est obligé de le rappeler aux Ukrainiens qui ne cessent de dire que la Crimée leur appartient. Oui, il a fait ce constat, encore une fois, que la Crimée est russe et sera russe. Peu importe les menaces, peu importe les provocations, peu importe les attentats, etc. Donc là, c'est un président
C'est un président de son pays. Il est là où il considère bon d'être. Et il a envoyé un message assez fort, je crois, aux Russes, aux Ukrainiens, aussi à la communauté internationale, si vous voulez. Aussi aux Russes. Aussi aux Russes. C'est quoi, pour rassurer les Russes? Mais pour être là, pour que les Russes voient aussi que le pont de Crimée est en train d'être reconstruit, que les travaux continuent, que le président y veille, voilà, qu'il surveille, qu'il contrôle. Mais rassurer les Russes pour dire on va tout faire pour garder la Crimée. Il y a une menace ukrainienne sur la Crimée, l'Ukraine qui veut reprendre la Crimée. On est là, je suis là, c'est ça qu'il dit? Que le pont sera fait, sera entièrement prêt, pas peut-être vers le début, mais en tout cas vers la saison estivale, la prochaine saison estivale. Et que la Crimée sera toujours prête à accueillir ces touristes. Mais ce qui est intéressant, effectivement, le symbole est très fort, mais il joue dans les deux sens. C'est-à-dire, oui, la Crimée, du point de vue de Poutine, est russe, mais il faut le rappeler à ceux qui pourraient croire le contraire, à commencer par les Ukrainiens. Donc c'est aussi une forme de, je dirais pas de faiblesse, mais enfin, il est quand même obligé d'aller sur le terrain lui-même pour rappeler quelque chose qui était, de son point de vue, évident. Depuis la guerre, les choses ont changé. C'est-à-dire qu'on voit que les Ukrainiens voudraient reprendre cette Crimée. Mais cette visite, en tout cas, il avait beaucoup d'objectifs. Donc là, les objectifs purement techniques, inspecter les travaux, des objectifs, disons, plutôt idéologiques ou psychologiques, d'envoyer ce message. Mais en tout cas, c'est une belle visite, en tout cas. Donc vous êtes dans une guerre de propagande avec Zelensky? Non, il ne faut pas de propagande. Vous voyez ces images qui sont tout à fait objectives. Vous voyez les destructions infligées par les Ukrainiens sur ce pont. Vous voyez les travaux. Donc là, il n'y a rien qui est inventé, il n'y a rien qui est gonflé ou exagéré. Vous voyez tout ça en réalité. Tout ce mais le simple fait que Poutine se promène sur ce pont, c'est de la propagande. Le simple fait que Zelensky aille dans le Donbass aujourd'hui, c'est de la propagande. C'est propagande contre propagande aujourd'hui. Je ne sais pas d'où vous trouvez cette terminologie, propagande ou pas propagande. Le président Poutine a effectué une visite absolument normale en tant que le chef de son État. Sur un territoire contesté. Écoutez, le pont de la Crimée, ce n'est pas un territoire contesté, c'est le territoire russe en tout cas. C'est un territoire contesté, évidemment, par les Ukrainiens. Évidemment. La question est de savoir si les Occidentaux soutiendraient l'Ukraine dans sa guerre pour récupérer la Crimée. Et là, on a ce soir des déclarations très importantes du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui dit, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'était au Wall Street Journal, dans une conférence qui explique que les États-Unis se concentrent sur le soutien militaire à l'Ukraine et l'aide à regagner les territoires que la Russie occupe depuis le 24 février. C'est ce que dit Blinken. Il insiste visiblement sur cette date du 24 février. Ça veut dire qu'il met de côté la Crimée, ça veut dire qu'il met de côté le Donbass, qui ont été annexés par la Russie. Je vais résumer les choses avant cette date du 24 février. Pour vous, c'est une victoire, ces mots-là, américains, ce soir, ces mots d'Anthony Blinken qui insistent sur cette date du 24 février? C'est plutôt une fausse bonne idée, très tardive en plus, parce que les Américains avaient toutes leurs chances historiques même, je dirais, entre 2014 et 2022, pour aider l'Ukraine à récupérer son territoire. Sans un seul coup de tir, tout simplement en incitant Kiev à négocier avec deux républiques autoproclamées et à mettre en œuvre les accords de Minsk, qui prévoyaient un certain nombre de mesures à caractère politique, une petite autonomie. Oui, mais ça, c'est le passé. Oui, c'est le passé, mais bien sûr. C'est le passé. Pour vous, ça n'existe pas. C'est le passé. Aujourd'hui, la question qui est posée par Maxime Switek, c'est est-ce que cette déclaration du secrétaire d'État américain est une base de négociation? C'est-à-dire, est-ce que si on propose aux Russes de se retirer sur les lignes du 24 février, c'est-à-dire le jour où la guerre a commencé, est-ce que c'est le début d'une négociation pour arriver peut-être à un cessez-le-feu? Écoutez, mais là, ce que les Américains proposent, c'est de commencer les négociations, cette perspective de négociation, si la Russie retire toutes ses troupes du territoire qu'elle occupe depuis... Jusqu'aux lignes du 24 février. Alors, pourquoi alors la Russie a commencé l'opération militaire spéciale? Pourquoi? Pour se retirer finalement complètement de ces territoires. C'est ce qui est mis sur la table, c'est la question que je vous pose. Est-ce que ça peut être une base de négociation pour arrêter la guerre et commencer à parler de la paix? Écoutez, mais imaginez comment on peut commencer à parler de la paix si on retire nos troupes de ces territoires et le lendemain, les purges et les massacres commencent tout au long sur tous ces territoires-là. Parce que ces territoires-là sont peuplés par les Russes qui ont déjà les passeports russes et qui sont considérés par le régime de Kiev comme collabos.
Ils seront tous massacrés. Donc c'est niet, c'est-à-dire vous dites niet à la proposition de paix qui est sur la table. Essayons de penser logiquement. Alors comment c'est possible? C'est impossible. C'est impossible. Sur ces conditions-là, c'est impossible. Au moins, vous êtes d'accord avec les Ukrainiens qui ne veulent pas non plus entendre parler de cette ligne du 24 février. Ils veulent tout reprendre, le Donbass et la Crimée. Et vous dites aujourd'hui, le 24 février, ça ne nous suffit pas. Donc la guerre continue. L'opération militaire a un certain nombre d'objectifs qui doivent être atteints. Lesquels? C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Si vous nous dites, c'est pas les limites du 24 février. Quels sont vos objectifs? Est-ce que c'est de prendre, on va faire simple, est-ce que votre objectif, c'est de prendre le contrôle de l'intégralité de l'Ukraine? Je vous pose la question parce que Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma, qui était avec nous il y a 15 jours ou 3 semaines, nous a clairement dit que c'était ça. Nous a clairement dit que les Ukrainiens reverraient l'armée russe à Kiev. Nous a clairement dit que les Ukrainiens du côté de la frontière polonaise reverraient l'armée russe. Alors, notre opération militaire a un certain nombre d'objectifs. Généralement, je vous dis généralement parce que je ne veux pas vous les énumérer, vous les connaissez par cœur, je crois, parce que c'était répété plusieurs fois. C'est d'éliminer les menaces en provenance du territoire de l'Ukraine. Alors, l'Ukraine militarisée, l'Ukraine hostile à la Russie, l'Ukraine russophobe, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. L'éliminer, ça veut dire quoi quand vous dites ce terme-là? Éliminer. Donc là, la victoire militaire, pour nous, ce n'est pas un objectif. Pour nous, la victoire, c'est la paix. C'est ça, la victoire. Militairement ou diplomatiquement, on doit atteindre nos objectifs. Donc, si l'Ukraine est démilitarisée, si l'Ukraine n'est plus sous influence de l'idéologie néo-nazie, si l'Ukraine reste un État neutre, avec un statut neutre, donc pas un membre de l'OTAN ou quoi que ce soit, donc non nucléaire, et si l'Ukraine reconnaît... Elle est non nucléaire déjà. Hein. Elle a abandonné ses armes nucléaires, il faut le rappeler. Oui, il faut le rappeler, mais il veut les récupérer. Non, ils n'ont pas d'armes nucléaires, ils n'en auront pas. Non, mais peut-être vous avez mal entendu les déclarations du président Zelensky du 19 février. Mais aujourd'hui, les armes nucléaires sont côté russe, pas côté ukrainien. Oui. Mais oui, si le régime de Kiev veut un jour avoir la bombe atomique, ils peuvent le faire assez facilement, surtout avec l'aide de leurs amis occidentaux. Moi, ce que je constate ce soir, c'est que les Américains font une forme de proposition pour avancer vers un dialogue qui dit revenons aux lignes du 24 février. Et ce soir, vous nous dites non, ce n'est pas négociable. Ça veut dire que côté russe, alors que Poutine répète toujours qu'il veut négocier, côté russe, on ne veut pas de cette négociation-là. Écoutez, les partis russes, à maintes reprises, a proposé au régime de Kiev, et c'était fait même par le président Poutine, officiellement, ouvertement, devant le monde entier, a proposé, même a appelé le régime de Kiev à revenir à la table de négociation. Le régime de Kiev, en réponse, ils ont fait quoi? Ils ont adopté une loi qui interdit à négocier avec la Russie tant que Poutine est au pouvoir. Oui, et les Russes ont annexé en contrepartie Kherson, l'Ukraine. Les États-Unis qui proposent les négociations, mais c'est un peu quand même, vous savez, mais il faut qu'ils parlent d'abord. Donc comment on fait pour arrêter la guerre? Comment on fait pour arrêter la guerre? C'est la question que nos téléspectateurs se posent. Tout ce qu'ils veulent. La guerre dure depuis 9 mois. Comment on arrête ce conflit? Tout ce qu'ils veulent arrêter la guerre, ils doivent travailler plutôt avec le régime de Kiev, pas avec Moscou. Moscou, on n'a pas de problème avec les négociations. Mais vous avez une solution pour négocier? Écoutez, mais d'abord, il faut quand même arrêter les hostilités. Oui, mais comment on fait? Il veut pas c'est vous qui bombardez? C'est nous qui bombardons, hein. Mais c'est toujours nous les méchants. Écoutez, les salves de missiles régulières qui viennent détruire, on en parlera encore une fois dans une seconde, qui viennent détruire les infrastructures énergétiques, c'est pas nous qui les envoyons. Très bien. Vous êtes là sur le plateau, disons, toute la soirée. Là, le matin, c'était, disons, d'autres invités, etc. Toute la journée, l'heure de votre antenne, les troupes ukrainiennes bombardaient d'une manière vraiment atroce Donetsk aujourd'hui, faisant 19 blessés et 9 morts, je crois, en utilisant les systèmes de lance-roquettes multiples, etc. Je n'ai pas vu une seule image dans votre antenne. Pas une seule image. C'est que donnez-nous des visas pour aller filmer. Nos équipes sont prêtes à y aller. Vous pouvez prendre ces images chez vos confrères russes. Donnez-nous les visas. Mais quand il y a des bombardements ukrainiens sur Donetsk, etc., quand il y a des victimes, on ne les nie pas. On ne nie pas aujourd'hui que dans le Donbass, il y a 2 camps et que les Ukrainiens bombardent aussi, bien évidemment, et font des victimes aussi. Nous, on ne le nie pas. Vous ne le niez pas. Mais vous ne le niez pas, mais en même temps, vous ne voulez pas voir un éléphant dans la pièce qui est en train de fracasser la vaisselle. Parce que si les Russes bombardent, si on effectue ces frappes-là sur les objets d'infrastructure énergétique de l'Ukraine, c'est très ciblé. Et vraiment, les dégâts sont minimums. C'est les objets qui sont détruits. OK, les objets
qui servent non seulement aux civils, mais qui alimentent aussi les chemins ferrés, qui transportent les mercenaires, les armements. Oui, mais si vous dites c'est ciblé, revoyons les images de Bakhmout, revoyons les images de Mariupol, c'est pas ciblé, c'est bombardement massif qui touche les civils, comme les installations militaires, comme les centrales électriques. Et lorsque les troupes ukrainiennes... Regardons les images de Bakhmout, vous allez nous dire si c'est ciblé. Moi, je veux bien voir les immeubles ciblés. C'est bien dommage que vous n'ayez pas montré les images de Donetsk aujourd'hui. Alors, lorsque les troupes ukrainiennes effectuent leur bombardement, ils le font vraiment d'une manière ciblée, mais pas sur les objets militaires. Ils le font d'une manière ciblée sur les quartiers résidentiels, sur les hôpitaux, sur les stations de bus, avec des civils qui sont là, qui attendent leur bus, tout simplement. Donc là, c'est 19 blessés et 9 morts. C'est le résultat de quoi? Ça vient d'où? Regardez ces images. Est-ce que vous trouvez que ce sont des bombardements ciblés? Je vous pose la question là. Sur Bakhmout, c'est un exemple concret. Ce sont d'images de drones. Est-ce que c'est ciblé comme bombardement là? Il s'agit. Comment vous réagissez, vous, en tant que diplomate au service de la Russie? Mais c'est atroce. La vieille formule diplomatique, vaut mieux plutôt 10 ans de négociation qu'un jour de guerre. C'est ce qu'on voit sur les images. Pourquoi alors ces défenseurs restent dans les villes, restent dans ces quartiers résidentiels, se cachent dans ces bâtiments pour que la ville se transforme en ruine? Pourquoi ils le font? Pour que la Russie transforme cette ville en ruine. C'est la Russie qui... oui, ce ne sont pas les Ukrainiens qui ont bombardé Bakhmout. C'est la Russie qui transforme tout en ruine, oui. Non, mais cette ville-là, elle est bombardée par les Russes, pas par les Ukrainiens. Écoutez, mais c'est très simple. Lorsqu'ils se cachent dans ces quartiers résidentiels, dans ces bâtiments, lorsqu'ils déploient leurs armements, mais bien sûr, donc là, lors d'une duel d'artillerie, c'est normal que ça frappe de tous les côtés. Donc là, finalement, n'importe quelle ville se transforme en ruine, comme dans le cas de Mariupol, qui est en train de renaître de ses cendres, à propos, comme le phénix. Parce que le chantier est énorme là-bas. Donc là, avec le Bakhmout, ce sera la même chose. Ce sera restauré, ce sera reconstruit et... bien sûr, la partie russe va lui donner une nouvelle vie. Le chantier est énorme, vous savez ce qu'on va dire. Le chantier est énorme. Pourquoi il est énorme, le chantier? Parce que vous avez tout détruit. Encore une fois, nous. Oui. Alors attendez, regardez. Autre image du jour, et là vous ne pouvez pas dire, on la commente, image du jour et image depuis 48 heures, ce sont ces frappes sur la Russie. Sur la Russie. Là on est du côté de Koursk, du côté d'une base militaire où visiblement un réservoir de carburant a été ciblé aujourd'hui. Hier, on avait le même type d'image sur 2 autres bases militaires frappées par des drones, vraisemblablement ukrainiens, qui ont visé donc des installations militaires en Russie, très à l'intérieur du territoire russe, à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière. L'une de ces frappes était à 180 kilomètres de Moscou. Hier, du côté de Ryazan, est-ce que la guerre est en train de déborder sur votre territoire? Non, ça ne déborde pas. Il y a des épisodes, bien sûr, très désagréables. Mais c'est un message aussi qu'on doit prendre en compte. Ça donne, ça fait réfléchir, ça fait repenser peut-être notre dispositif de défense antiaérienne. Je ne sais pas, je ne suis pas militaire, je ne peux pas vous le dire. Qui semble vulnérable. Voilà. Bon, voilà. Donc là, ça démontre qu'il y a des points vulnérables qu'on doit défendre mieux, qu'on doit, voilà. Et quand vous parlez de message, quel message vous voyez dans ces bombardements-là, dans ces frappes-là? Que le régime de Kiev est capable d'effectuer ce genre de frappe. On ne le nie pas, mais il faut qu'on se prépare. On se prépare pour éviter, pour prévenir ce genre de choses. Le ministère britannique de la Défense parle d'échec le plus significatif. C'est quand même une sacrée faille dans la défense russe. C'est une faille dans la défense russe qui est absolument inimaginable. Puisqu'il y a des Tupolev qui ont été atteints, il y a des bases aériennes. Et vous savez pourquoi les Ukrainiens bombardent ces bases? Parce que ce sont les Tupolev qui vont bombarder l'Ukraine. Donc ils essayent d'empêcher ces bombardements. Donc c'est une sacrée faille dans votre système de défense. Je ne parle pas des failles, vraiment de sacrées failles, parce que là, les 2 drones qui sont tombés sur les bases militaires à Engels et à Diaghilevo, je crois, dans la région de Ryazan, voilà. Au sud de Moscou. Ils étaient abattus par les missiles antiaériens, parce que là, le dégât serait beaucoup plus considérable s'ils n'étaient pas... Et il y a eu 3 morts. S'ils avaient atteint leur objectif. Là, en ce qui concerne Koursk, mais bon, vous voyez, donc là, ça laisse... Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Est-ce que ça vous inquiète? Visiblement, je vous dis ça, parce que visiblement, l'inquiétude est en train de gagner sur le sol russe. Les habitants russes, notamment de régions frontalières avec l'Ukraine, évidemment. On a ces images prises à Belgorod. Encore une fois, on est dans le nord-est. On est au nord-est de l'Ukraine. On est en Russie, à la frontière avec l'Ukraine, où on a des habitants qui commencent à s'entraîner au maniement des armes, où les autorités expliquent qu'elles font construire des lignes de défense. Il y a cette inquiétude-là en Russie. Oui, mais bon, si cette région frontalière fait l'objet des frappes régulières en provenance de l'Ukraine, mais bien sûr, il faut se préparer à tout. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc là, il se prépare.
C'est normal, Mais qu'est-ce que vous dites aux Ukrainiens? Quelle pourrait être votre riposte? préparer. Quelle pourrait être votre riposte face à ça? Face à quoi? Face à ces attaques sur votre sol? Écoutez, mais la riposte ne va pas tarder. Vous savez très bien que nos militaires, ils sont très concrets. Si la riposte est déjà planifiée... Il va y avoir des représailles assez similaires à, par exemple, après la prise de Kherson. On peut s'attendre à des campagnes de bombardement. Que nos militaires vont laisser ça sans riposte. C'est pour ça que je dis tout est dans les mains du régime de Zelensky, tout est dans les mains de Zelensky. S'il continue à semer le vent, il va toujours récolter la tempête. Mais Joe Biden, le président américain, dit tout est entre les mains du président Poutine qui, s'il veut arrêter la guerre, doit nous envoyer un message concret pour le faire. Or, ce message n'est pas venu. Quel message peut être encore plus concret que l'appel du président Poutine, je vous le répète déjà encore et encore, fait au Kremlin le 30 septembre, le message, l'invitation ou l'appel à l'Ukraine de revenir à la table de négociation. Mais le message, ça peut être le retrait des troupes russes aux frontières du 24 février. Ça serait un geste concret d'une volonté de paix. Mais je vous ai déjà dit ce qui va se passer sur ce territoire. Et en plus, encore des livraisons massives des armements de l'OTAN vers l'Ukraine, etc. Donc là, ça va jamais terminer. Mais est-ce que vous notez, vous êtes diplomate, est-ce que vous notez tout de même une évolution dans la position des Américains? On parlait de Joe Biden, on a parlé de Tony Blinken, il y a le chef d'état-major également qui a expliqué qu'effectivement aux Ukrainiens qu'ils ne gagneraient pas la guerre jusqu'en Crimée. Donc est-ce que vous sentez tout de même qu'il y a une évolution? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Est-ce que vous seriez prêt à prendre cette main qui semble être d'une certaine manière tendue? Une bonne nouvelle sera lorsque Washington ordonne ou incite ou appelle, vous pouvez choisir n'importe quel verbe pourvu que ça fonctionne, Kiev à cesser le feu et à revenir à la table de négociation. Ça, c'est une bonne nouvelle, ce sera une bonne solution, ce sera un bon geste de la part des États-Unis qui sont toujours derrière ce régime et qui gère ce qui se passe et la population ukrainienne à distance. Ni Zelensky ni la population ukrainienne aujourd'hui, compte tenu de tout ce qui s'est passé, il y a eu Boutcha, il y a eu Mariupol, il y a eu des massacres aujourd'hui. Le peuple ukrainien ne comprendrait pas que Volodymyr Zelensky puisse arrêter de défendre son pays et de ne pas essayer de continuer à poursuivre cette offensive. Je ne sais pas si le peuple ukrainien comprendra de vivre dans cette situation dans laquelle il vit en ce moment, jusqu'au quand et combien encore le peuple ukrainien va supporter tout ça et quel est vraiment le niveau de tolérance, de patience du peuple ukrainien. Le peuple ukrainien, justement, c'est un point très important dans cette interview. Ce soir, il fait moins 10 degrés du côté de Kiev, cette nuit, moins 10 degrés du côté de Kiev et sur une bonne partie du pays. Kiev, l'Ukraine, qui ont reçu encore hier une nouvelle salve de missiles russes qui, à nouveau, ont visé des infrastructures, notamment de production d'électricité, plongeant encore un peu plus le pays dans le noir, l'absence de chauffage. Depuis hier, les responsables des systèmes électriques ukrainiens nous disent que toutes les régions sont désormais touchées par des coupures d'électricité. Alexander Makogonov, pourquoi infliger ça au peuple ukrainien? Je ne parle pas de l'armée ukrainienne, je parle du peuple ukrainien. Qu'est-ce que vous cherchez en lui infligeant ces souffrances-là? Mais le peuple ukrainien, c'est le peuple qui est pris en otage par son propre régime, qui utilise, je veux dire un gros mot, mais qui s'en fout en fait. Grosso modo, qui s'en fout du destin de ce peuple. Parce que le régime, son objectif principal, c'est de survivre, c'est sa propre survie. Et lorsque les militaires russes bombardent, je vous répète encore, là, parce que je l'ai déjà dit, lorsque les militaires russes effectuent leurs frappes sur ces objets d'infrastructure énergétique, ces objets, ils servent beaucoup aussi à des fins militaires. Vous savez très bien quelles conséquences ça a sur la population. Des objets militaires, etc., etc. Donc là, si le peuple ukrainien en souffre, mais bon, il faut que le peuple ukrainien envoie un message à son régime pour que ce régime arrête alors. Donc votre but, c'est bien de faire pression sur le peuple ukrainien pour qu'il dise, qu'il envoie ce message-là à Zelensky. C'est votre but, c'est de mettre à genoux le peuple ukrainien pour qu'il dise ensuite on se couche. C'est pas notre but de faire souffrir le peuple ukrainien qui je répète, notre peuple frère. C'est comme la famille. Il y a des milliers de familles en Russie qui ont leurs proches, leurs parents, leurs frères, sœurs. Et vous êtes persuadé que ces familles-là ont envie de faire subir ça à leurs frères, comme vous dites? Mais les objets d'infrastructure énergétique constituent les cibles légitimes.
si vous ne croyez pas, vous pouvez plutôt, je sais pas, vous pouvez revenir aux déclarations des représentants de l'OTAN en 1999, lors des bombardements de l'ex-Yougoslavie, de Belgrade, parce que là, les objets énergétiques, c'était les premiers cibles. La première, disons, le premier objectif, c'était de couper l'électricité, de priver la Yougoslavie de toute cette infrastructure pour que Milosevic arrête sa résistance, etc. Donc là, voilà. Donc vous nous dites que cette stratégie-là, vous allez la poursuivre. C'est votre stratégie principale en Ukraine aujourd'hui. Écoutez, ça ne fait aucun plaisir, ni à notre gouvernement, ni à nos militaires, de faire tout ça et de continuer tout ça. Alors arrêtez. Nous serons pieds, exactement. Et on appelle d'arrêter tout ça au régime de Zelensky, à Zelensky notamment. Mais c'est vous qui bombardez ces infrastructures. On en revient toujours à la même chose. Là, c'est vous. Il n'y a pas de c'était un combat, etc. Là, c'est vous qui ciblez ces infrastructures. Le président Poutine a déjà appelé le président Zelensky à revenir à la table de négociation. Il a refusé. Au lieu de le faire, alors là, il a continué ses attentats, ses provocations, etc. Mais qu'est-ce qu'il veut avoir alors? Vous voulez qu'on reste avec les mains croisées, mais... Non, il veut le retour aux frontières de 91, c'est clair. Les frontières qui ont été décidées de façon indépendante. Mais il avait tout dans ses mains depuis 2019. Alors pourquoi il n'a rien fait? Vous dites le régime de Kiev poursuit la guerre pour sauver son régime. On pourrait vous renverser l'argument en disant que Poutine poursuit la guerre qu'il a déclenchée pour sauver son propre régime. Car si Poutine perdait la guerre, il serait condamné. Mais tout d'abord, la Russie ne va pas perdre la guerre parce que militairement parlant, c'est impossible. C'est impossible. C'est pas ce qu'on voit sur le terrain. Une puissance militaire perd une guerre, mais c'est impossible. Mais Poutine poursuit la guerre pour se sauver lui-même, pour sauver son régime. Avec un soutien de la population voisinant 75-80%, c'est impossible de s'inquiéter pour sa popularité. Il y a une majorité de Russes aujourd'hui qui souhaitent des négociations de paix. 56%, selon les derniers sondages en Russie, souhaitent une négociation de paix. Je veux faire une confidence qui est un secret de Polichinelle. En fait, on le souhaite depuis les premiers jours de l'opération militaire et même avant l'opération militaire. Mais vous savez, ce souhait ne rencontre pas la réponse appropriée. Donc là, ça s'écrase contre le mur d'incompréhension totale. Est-ce que vous ne présumez pas un peu de vos forces? Parce qu'il y a eu plusieurs rapports qui sont sortis, notamment sur les planification de guerre de la Russie avant l'invasion de l'Ukraine, qui disait les plans c'était en 10 jours blitzkrieg jusqu'à Kiev, le régime tombe et on annexe les républiques et en 3 mois tout ça est terminé. Vous êtes quand même, passez-moi l'expression, un peu planté les militaires russes. La grande armée que vous décrivez, militairement s'est heurté à un mur et stratégiquement n'a pas fait les bons calculs visiblement. J'ai entendu 3 jours, maintenant vous dites 10 jours, la conquête de l'Ukraine. Pas un seul officiel russe n'a énoncé ce genre de chiffres, ce genre d'affirmation. Heureusement pour lui. Okay, mais je ne sais pas, heureusement ou malheureusement, mais en tout cas, c'était pas... D'où vous le savez, mais d'où vous savez tout ça, à propos de ces 3 jours ou 10 jours? Les forces russes sont arrivées aux limites de Kiev, dans la banlieue. L'objectif, c'était de prendre Kiev. Mais d'où vous le savez? Pourquoi? Parce qu'on a vu les tanks, on a vu les armes, on a vu les parachutistes qui arrivaient. Mais ils n'ont pas réussi. Et pardon, pour compléter, je vous renvoie encore à ce que nous disait le vice-président de la Douma, qui nous dit encore aujourd'hui, il faut prendre Kiev. Lui, il le disait, l'objectif, c'est toujours de prendre Kiev aujourd'hui. Oui, mais je comprends sa logique. Donc là, je peux vous expliquer la logique, tout simplement. Donc là, imaginez, si le régime de Kiev continue obstinément sa résistance, continue ses attentats terroristes sur le territoire russe, continue à bombarder les régions limitrophes, mais bien sûr, nos militaires seront obligés d'éloigner cette ligne d'où provient le tir, de l'éloigner encore et encore. C'est comme la peau de chagrin. Alors finalement, le territoire ukrainien va se rétrécir encore plus. Donc là, si Zelensky ne veut pas que ça se produise, mais il faut s'arrêter à un moment donné. Je voudrais revenir sur un point précis. On a évoqué toutes les régions annexées. Et il y a notamment le sujet des déportations d'enfants. Amnesty International, plusieurs ONG ont documenté ces déportations. On parle de 10 000, en gros, 10 000 enfants déportés des régions de Mariupol, de Zaporizhzhia et de Kherson, donc des enfants qui ont été transférés vers la Russie, qui étaient dans ces régions-là. Certains disent que c'est une façon aussi de leur laver le cerveau, d'effacer leur histoire, de les russifier d'une certaine façon. Et on a un extrait de la télévision russe qui justement évoque, parce que la Russie reconnaît que ces transferts ont lieu, qui évoque ces situations. On écoute. Andrzej Duda, le président polonais, déclare que la Russie enlève des enfants ukrainiens pour les emmener sur son territoire. Mais pourquoi devrions-nous les laisser à la merci de leurs balles, de leurs bombes polonaises? Eux-mêmes, ils prennent des enfants ukrainiens et les emmènent en Pologne et ailleurs. Et c'est considéré comme normal. Nous nourrissons ces enfants, nous leur donnons des vêtements, des chaussures, nous les emmenons à l'école. Donc,
on voit ces justifications-là. Il se trouve que l'article 2 de la Convention de 46, qui est consacré à ce crime, considère que ça fait partie d'un crime de génocide, c'est-à-dire de transférer les populations et de les russifier. Comment vous justifiez le transfert de plus de 10 000 enfants de ces zones-là jusqu'en Russie? Tout d'abord, il ne faut pas confondre la déportation et l'évacuation. Ces enfants n'étaient pas déportés, mais étaient évacués. Ils étaient évacués parce qu'ils vivaient constamment sous les bombardements. Alors là, c'est normal d'évacuer quand même les civils, y compris les enfants, sur les territoires beaucoup plus sécurisés. Je rappelle qu'en Russie fonctionnent plus de 9000 centres d'accueil des réfugiés ukrainiens qui s'occupent de leurs besoins au quotidien, etc., y compris des enfants. En Russie, ils vont à l'école, aux écoles maternelles. Donc là, ça fonctionne très bien, ce système. Il n'y a pas de faille jusqu'au maintenant. Et là, quand vous dites déportation, ça me fait mal au cœur parce que des déportations, ça vient d'où ce terme de la Seconde Guerre mondiale? Il y a des témoignages recueillis par les ONG, par Amnesty International, sur le fait que certains enfants ont été pris et arrachés à leur famille pour être transférés en Russie. Et pour faire quoi avec ces enfants-là? C'est la question que je vous pose. Arrachés de leur famille, transférés aussi, mais... C'est la question que je vous pose. Parce qu'il y a des enfants, par exemple, qui sont restés sans parents. Ils étaient transférés en Russie, ils ont peut-être déjà trouvé leur nouvelle famille en Russie, ou je ne sais pas. Donc là, c'est... Non, il y a plusieurs cas, à Kharkiv notamment, des témoignages de parents qui demandent de récupérer ces enfants qui sont partis, par exemple, en colonie de vacances, soi-disant en Russie, et ils demandent de les récupérer, et ça fait plusieurs mois qu'ils ne reviennent pas. Mais c'est impossible d'y croire, parce que, franchement, les enfants levés, les enfants envoyés... Dieu soit loué, vous dites pas les camps de concentration, hein, vous dites les camps des enfants. Hein. Ça c'est déjà bien, hein, parce que les termes déportation que vous utilisez, franchement, c'est un peu grotesque, la déportation. Non, mais est-ce que c'est le destin d'un enfant ukrainien d'être adopté par un parent russe? D'être quoi? Est-ce que c'est le destin d'un enfant ukrainien d'être adopté par des parents russes? Non, mais si les enfants ukrainiens ont leurs parents, pourquoi ils doivent être adoptés par les parents russes? Oui, bien sûr. C'est toute la question. Non, Quand vous avez des parents en Ukraine aujourd'hui du côté de Kharkiv qui disent on a envoyé de bonne foi nos enfants dans des camps de vacances, des colonies de vacances, parce qu'on voulait les éloigner de la guerre, etc., et que ces enfants-là ne reviennent pas, et que vous avez des mères qui sont obligées de passer par des milliers de kilomètres pour essayer d'aller récupérer leurs enfants dans des zones en Russie. Écoutez, mais... Tout d'abord, on ne les invente pas, ces témoignages-là, Alexander. Il faut toujours vérifier d'où viennent ces témoignages. Si c'est vraiment les vrais parents qui parlent des vrais enfants, ça c'est la première chose. Deuxième chose, même si c'est vrai, même si ces enfants alors, étaient éloignés de leurs parents, mais imaginez alors les territoires de Kharkiv, Kharkov, là, en russe, qui se trouvent aujourd'hui sous le contrôle des Ukrainiens. Alors, mais comment transporter ces enfants sur ces territoires s'ils sont déjà en Russie? Donc là, c'est impossible. Alors, Mais ils ont vocation à retourner dans leur famille et dans leur... Une fois que la paix sera signée, tous ces 10 000 enfants retourneront dans leur pays. Vous parlez de quelques petits cas isolés, je ne sais pas vraiment d'où... 10 000. Petits cas isolés, 10 000. C'est documenté, c'est recensé. Mais justement, vous avez des chiffres du nombre d'Ukrainiens qui sont maintenant en Russie, par an, enfants Ils se comptent par des millions. Écoutez, des millions? Oui, c'est des millions. Si vous voulez les chiffres, je vais vous les citer. Alors, les diasporas ukrainiens, la communauté ukrainienne, si vous voulez, en Russie, traditionnellement, c'est la plus grande communauté au monde. Alors, avant tous les événements, avant 2014, cette communauté comptait à peu près 2 millions de personnes. C'est des gens qui travaillaient en Russie, qui envoyaient leur argent en Ukraine, c'est des gens qui vivaient en Russie sur la base permanente, etc. Et depuis la guerre? Depuis 2014, il y avait encore 2 millions d'Ukrainiens qui sont arrivés sur le territoire russe. Et après, depuis le février 2022, il y a encore à peu près 3 millions d'Ukrainiens qui sont arrivés sur le territoire russe. Et comme je vous l'ai déjà dit, il y a 9000 centres d'accueil qui s'occupent de leur destin. Ils sont distribués dans les différentes régions russes, et voilà, les services sociaux s'occupent d'eux. Donc voilà, et là dire que la Russie se bat contre les Ukrainiens, mais pourquoi alors on accueille des millions d'Ukrainiens chez nous? Pourquoi ils viennent chez nous? Pourquoi ils ne fuient pas ailleurs? Pourquoi ils restent pas sur le territoire? Ils n'ont pas le choix, mais ils ont toujours le choix, parce que nos militaires, lorsqu'ils s'approchent de telle ou telle localité, ils disent toujours que voilà, vous avez le couloir, vous pouvez quitter cette ville, mais le problème c'est que certains veulent quitter cette ville, mais en direction russe. Donc là, c'est pour ça qu'ils se retrouvent finalement en Russie. Il y en a des millions en ce moment. Et il y a encore un point que je voulais aborder dans cette interview, Alexander Makogonov, qui sort un peu de ce qui se passe en Ukraine, pour nous ramener à ce qui se passe aujourd'hui en France. Il y a en France ces doutes sur la manière dont nous allons pouvoir passer l'hiver avec des menaces de coupure d'électricité en France. Est-ce que vous avez voulu ça?
est-ce que ça faisait partie des objectifs des Russes que d'imposer à l'Ukraine, à l'Europe, et notamment à la France, une fragilisation de tout son système énergétique? Est-ce que ça fait partie aussi de vos objectifs de guerre? Je ne sais pas comment vous liez la fragilisation de votre système énergétique et le conflit en Ukraine. En tout cas, ce n'était pas notre objectif. Je vous ai déjà cité notre objectif général. Alors ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en ce moment en France et en Europe. Mais vous avez raison, disons, pour une seule chose, c'est que ce qui se passe aujourd'hui en Europe au niveau énergétique, cette crise énergétique, dont nous sommes tous les témoins, c'est la conséquence presque directe des décisions irréfléchies des responsables européens, et notamment en matière des sanctions contre le secteur énergétique russe. Et donc là, les fruits sont récoltés justement maintenant. On l'a cherché. Pas de gaz russe, là maintenant, il n'y aura plus de pétrole russe. Donc demandez aux dirigeants pourquoi ils ont fait tout ça. En soutien à l'Ukraine. En soutien à l'Ukraine. En soutien à l'Ukraine. C'est bon, notre effort. C'est votre effort, mais donc vous voyez ce qui se passe en ce moment grâce à vos efforts. Donc là, tout le monde en souffre. Donc là, les sanctions, tout le monde en souffre. C'est mal pour tout le monde. Et quand vous disiez que vous ne voyez pas le lien que je faisais entre la guerre et ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue énergétique, d'autres le font. Pardon de revenir encore à lui. Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma, qui nous expliquait il y a 15 jours que parmi ses objectifs, il y avait le fait de voir les Européens ne plus être capables que de prendre une seule douche par semaine, par manque d'énergie. Oui. Et que ça, il l'avait en tête. Et c'est pas la Russie qui a fait tout ça. C'était ce qu'il avait en tête, c'était ce qu'il souhaitait. Mais écoutez, ce qu'il souhaitait, il parlait en général. Mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui en Europe, nous, en Russie, nous le regardons vraiment comme si c'était un petit cauchemar, un petit conte de fées, si vous voulez. C'est quelque chose de surréaliste. L'Europe revient à l'époque médiévale. Les gens qui doivent prendre la douche au cours de 5 minutes, pas plus, parce qu'il n'y a pas de chaude. Les gens qui sont obligés je sais pas, d'économiser l'électricité, le chauffage. En Russie, tout est bien chauffé, tout est bien illuminé. Je vous invite à visiter Moscou, qui est une ville, vraiment une ville lumière, une vraie ville lumière. Je suis pas sûr que pas de visa. Comme touriste. On n'a pas de visa. Comme touriste, vous pouvez le faire sans problème. Votre discours là, à l'instant. Et prendre un très beau selfie là. Le discours que vous venez de tenir là, vous vous rendez compte la dose de cynisme qu'il induit. Et je suis pas sûr que ce soit la bonne façon de faire aimer la Russie ou de faire comprendre vos objectifs. C'est-à-dire que vous dites c'est un conte de fées, on vous regarde comme si vous étiez... Vous vous rendez compte la cruauté de ce discours et le cynisme de ce discours que vous servez à la télévision française et aux téléspectateurs français. Non, mais c'est plutôt le cynisme de dirigeants européens qui ont adopté 11 000 sanctions contre la Russie depuis 2014, qui ont touché, y compris le secteur énergétique, contre tout bon sens. Là, donc là, maintenant, c'est ça les conséquences. Justement, et ce n'est pas la Russie qui a inventé ces sanctions. La Russie n'a pas adopté les contre-sanctions. C'est le résultat de vos propres sanctions, en fait. Justement, est-ce que vous n'êtes pas surpris? Est-ce que ça n'a pas été ça, votre erreur, finalement, de sous-estimer la capacité de soutien des Européens à l'Ukraine? Ça a été très dur pour l'Allemagne, notamment, pour d'autres pays européens, de prendre ces sanctions, parce qu'il y avait évidemment un lien économique, et pourtant, ces sanctions ont été prises. Vous n'avez pas sous-estimé la capacité de résistance et des Ukrainiens et des Européens en soutien aux Ukrainiens? En un mot, s'il vous plaît. Parce qu'on arrive au bout. Écoutez, qu'est-ce que je peux dire? Mais on vit dans cette réalité dans laquelle on vit. Donc là, on s'adapte de tous les côtés. La Russie s'adapte aux sanctions de son côté. Vous vous adaptez à leurs résultats. La réalité, c'est que la Poutine détruit l'Ukraine et qu'en même temps, il détruit la Russie. Il détruit les vies des jeunes Russes qui sont sur le front. On est au bout. Il détruit les vies des jeunes Ukrainiens qui sont sur le front. On est au bout. C'est ça la triste réalité de la guerre. Merci Alexander Makogonov d'avoir été avec nous ce soir en direct. Merci à Élise, Pauline et Antonin pour cette interview. Merci à vous.